voilà, l'objet aujourd'hui de la présentation, c'est donc de vous présenter une expérience de gestion intégrée en zone côtière, puisque on est donc sur le bassin de la lagune de Thau et de l'étang d'Ingrid, donc en bordure de Méditerranée. Donc, en 3 ou 4 diapos, je vais vous présenter un peu le territoire où on est situé et un peu le contexte et les enjeux qui sont liés à notre territoire. Donc, le territoire de Thau, c'est ce petit rond situé en Occitanie, donc avec la lagune de Thau, qui fait quand même 12 kilomètres à peu près. Donc, on est, vous voyez sur la carte en vert, toutes les communes qui sont concernées par ce bassin versant. Donc, à l'échelle de notre PTB, on est sur 3 intercommunalités, 7 aglopoles Méditerranée, la principale, puisqu'il y a 14 communes. On a 8 communes sur Hérault Méditerranée, qui est une communauté d'agglomération également, et 3 communes de Montpellier Méditerranée Métropole. Voilà, donc on a l'intégralité des communes de 7 aglopoles, 8 d'Hérault Méditerranée et 3 de Montpellier Méditerranée Métropole. Et donc on est à une échelle donc de bassin versant. Donc sur le territoire de Thau, là, donc c'est une représentation un peu avec les reliefs, donc pour voir un peu la notion justement de bassin versant. Donc on a toutes les communes qui sont représentées effectivement, qui sont sur le bassin versant de la lagune de Thau, avec une bande de terre entre Sète et Marseillan, qui est le lido de Sète à Marseillan, qui sépare la lagune de la mer. Et on a des échanges avec la mer au niveau des canaux de Sète, notamment, qui permet de renouveler l'eau de la lagune à peu près tous les 5 à 6 mois. Donc, on a un renouvellement des eaux de la lagune par le biais des échanges avec la mer. Voilà. Et on a aussi des apports, évidemment, en eau qui viennent du bassin versant, mais la plupart avec des apports en eau douce qui viennent aussi des eaux souterraines. Le pli ouest de Montpellier, le karst du pli ouest, qui est la seule ressource en eau du territoire, puisque on a un territoire qui dépend à 80% de ressources en eau extérieures au territoire. Donc, une seule ressource qui alimente aussi la lagune de Thau en eau douce, et donc des apports en eau à la lagune aussi en eau douce, évidemment, par le biais des précipitations, ce qui est l'essentiel des apports en eau douce au niveau de la lagune. Et donc, on a une lagune de Thau qui est relativement salinisée, bien évidemment, avec, suivant les périodes, s'il fait très chaud et si en période de sécheresse, on peut avoir une lagune de Thau qui est plus salée même que la mer. Voilà. Et on y élève des huîtres sur cette lagune de Thau. Donc là, justement, je vais en quelques mots, parce que c'est compliqué de vous présenter le territoire en quelques mots, parce que c'est un territoire qui est quand même très, très riche. Mais globalement, donc j'ai présenté cette diapo pour vous montrer un petit peu les enjeux, que je rappellerai ensuite dans la diapo derrière. On est une zone littorale et on est un territoire très attractif parce qu'on a un patrimoine naturel, culturel assez important. Donc, on a notamment, évidemment, une économie littorale, des stations balnéaires assez célèbres. On a 7, évidemment, la ville-centre et un ensemble de communes situées sur le bassin versant qui ont aussi leur intérêt. Alors, on a sur notre territoire aussi des activités traditionnelles, que ce soit la pêche, la conchyliculture. On a aussi une agriculture assez importante, mais essentiellement de la viticulture à 80%. On a des terres agricoles, 80% de vignes sur nos espaces agricoles. On est un bassin versant, donc alors évidemment un territoire attractif. Je ne nommais pas le tourisme. Donc on a un tourisme saisonnier, mais on a aussi un tourisme lié à la présence d'une activité thermale sur le territoire, puisque notre pli ouest, notre ressource karstique, est une richesse aussi au niveau de ses eaux thermales. Et on est devenu, je crois, il y a 4 ou 5 ans ou 6, je sais plus, première station thermale de France, avec la station de Ballaruc-les-Bains, qui accueille plus de 55 000 curistes annuellement. Voilà. Donc on est attractif aussi à ce niveau-là. Donc, et ça, c'est un tourisme qui est moins saisonnier, mais plutôt sur tout au long de l'année, puisque les thermes sont ouverts en gros de février jusqu'à décembre. Donc, on est un bassin versant, alors avec un milieu récepteur unique, milieu semi-fermé qui est la lagune de Thau, puisque je vous l'ai dit, on a des échanges avec la mer. On a bien évidemment donc des flux amont-aval et des milieux extrêmement sensibles. Sur la petite carte, vous voyez beaucoup d'orange, c'est en gros toutes les zones protégées, donc à enjeux environnementaux qui sont représentés sur la carte. Donc comme vous le voyez, il y a plus de la moitié de notre territoire qui est soumis à des zones de protection environnementale.
Donc c'est vous dire l'importance voilà de ce travail de gestion intégrée, dans le sens où on a un territoire attractif qui attire beaucoup de monde, donc avec progressivement un étalement urbain, une urbanisation et donc une artificialisation de nos espaces. Et donc on a eu un SCOT qui a souhaité protéger les espaces naturels et agricoles et qui a travaillé en polarité, où on a concentré sur notre territoire l'urbanisation a des polarités urbaines. Donc, on a créé 3 ou 4 polarités sur lesquelles on développe l'urbanisation, ou en tout cas, on densifie, on essaie de densifier sur ces zones-là uniquement pour pouvoir protéger ces espaces naturels et agricoles. On est aussi un territoire à risque, donc à la fois le risque inondation sur notre bassin versant, et également en façade littorale, de la submersion marine, de l'érosion côtière. La petite diapo que je vous avais montrée en entrée de présentation vous montrait ces lits d'eau qui sont agressés quelque part par la mer, et on a eu 2 très gros programmes de protection de nos lits d'eau pour protéger les espaces lagunaires qui sont à l'arrière. Voilà. Sachant aussi que ces espaces lagunaires sont porteurs d'activités d'usage, comme on dit, donc d'activités de pêche et surtout de conchiliculture, puisqu'on a sur notre territoire plus de 500 entreprises conchilicoles et qu'on est le premier territoire, enfin la première lagune conchilicole à l'échelle de la Méditerranée. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les enjeux. Donc je rappelle ici, c'est vrai que territoire attractif, bassin versant, territoire à risque, ça entraîne un certain nombre d'enjeux sur lesquels on travaille, nous, à l'échelle du syndicat mixte. Donc on l'a vu, protéger les espaces naturels, la fonctionnalité des milieux, puisqu'on a des zones humides périphériques, des cours d'eau, hein, on a 500 km de cours d'eau sur notre territoire, donc une vingtaine de cours d'eau qui arrivent à la lagune. La plupart sont on est en régime de type méditerranéen, donc des cours d'eau qui sont pour la plupart à sec. On a 2 cours d'eau en eau, l'un parce qu'il y a une station d'épuration qui se rejette dans le cours d'eau, donc il y a de l'eau toute l'année, et le deuxième qui a les eaux souterraines du pli ouest qui arrivent sur l'aval du cours d'eau, qui est la Veine. Voilà. Mais la plupart des cours d'eau sont dans l'année à sec, sauf en épisode de pluie intense. Donc on a aussi donc cette notion de protection de la ressource en eau, comme je vous l'ai dit, hein, 20% de notre eau qui est assurée à l'échelle du territoire. Donc il faut aller chercher ailleurs notre ressource en eau potable notamment. Il y a quand même l'eau du Rhône qui nous arrive par le projet Aquadomicia. Hein. On a bénéficié de ce projet et donc de l'eau brute qui arrive pour notamment irriguer les terres agricoles. On a aussi donc cet enjeu de protection de la ressource, le frein sur la consommation en espace urbanisé parce qu'on est un territoire attractif, le soutien aux activités traditionnelles, hein, rapidement, mais le SCOT a posé comme vocation prioritaire, notre schéma de gouvernance territoriale, vocation prioritaire la lagune de Thau, c'est la pêche et la conchiliculture. Donc c'est un signal très très fort, et donc l'aménagement du territoire est organisé au regard de la protection de ces activités. Pour vous dire l'importance que ça a, c'est pas simplement un vecteur d'identité territoriale, mais c'est aussi donc une part importante de notre économie et qui fait que voilà, c'est inscrit même dans les documents de planification que sont le SCOT et aussi le SAGE, évidemment, qui parle également de cette notion de protection des usages, même si c'est pas dans le SAGE l'objectif central puisque c'est plutôt le bon état écologique, mais on parle de bon état écologique au regard des usages. Le maintien et la création d'emplois, comme je vous l'ai dit, hein, on a des activités un peu traditionnelles qui dépendent de la qualité des milieux. Donc, soutenir et maintenir et soutenir l'emploi, c'est travailler pour soutenir ces entreprises conchilicoles qui sont ou de pêche, hein, qui sont soumises aux aléas du changement climatique, aux aléas naturels. Donc, c'est une complexité encore de notre territoire, hein, d'arriver à maintenir un milieu qui soit suffisamment productif pour les activités et qui arrive à résister au changement climatique. Avec quand même une lagune de Thau, on l'a vu, hein, d'année en année, qui se réchauffe beaucoup, notamment l'été, évidemment. Tout ce qui est mobilité de la population, hein, quand on a travaillé sur le SCOT avec ses polarités pour préserver les espaces naturels et agricoles, ça oblige à travailler aussi sur la mobilité des personnes entre ces polarités et puis la lutte contre le risque inondation. Voilà un petit peu tous les enjeux que je souhaitais vous présenter avant d'aborder cette notion de contrat de gestion intégré. Donc tous ces enjeux qu'on a essayé de rassembler, je dirais, dans
contrat qui élabore une sorte de programme d'action, donc une feuille de route pour 5 ans ou 6 ans. Voilà, donc la structure en elle-même, le syndicat mixte du bassin de Thau, je vous l'ai dit au départ, c'est donc une structure de gestion qui a été créée à la demande de l'État en 2005, suite à, je dirais, la prise en compte justement de cette interaction entre les enjeux que je vous ai présentés précédemment, de se dire qu'on pouvait avoir un établissement, une structure de gestion qui devait se préoccuper à la fois d'aménagement du territoire, au regard des impacts sur l'eau et au regard de la, de la protection des usages et des activités qui dépendent de la qualité des milieux. Donc c'est vraiment l'État qui en 2005 a souhaité que le syndicat mixte soit créé pour porter le schéma de cohérence territoriale, le schéma d'aménagement des eaux, et un petit peu plus tard, la stratégie locale de gestion du risque inondation. On est devenu porteur de cette, également de la stratégie de cette SLGRI. Donc, mais au départ, structure porteuse du SCOT, du SAGE, également on a une compétence en matière de déléguée, en matière de biodiversité sur des 2 périmètres Natura 2000, l'un lagunaire et l'autre terrestre. Donc vraiment, l'État souhaitait, sur ce territoire un peu particulier, qu'on ait une structure qui porte à la fois le SCOT et le SAGE, et ça fait partie de notre particularité, c'est qu'il y a assez peu de structures de gestion en France qui sont à la fois porteuses du SCOT et du SAGE. Et c'est ce qui en fait un peu le regard qu'on peut porter souvent sur notre syndicat, parce que c'est un peu une originalité, je dirais. Comme je vous l'ai dit, on est devenu une structure aussi experte en matière environnementale. On est en partenariat notamment avec l'Agence de l'eau. Donc, comme vous le savez certainement, pour la plupart d'entre vous, souhaitent ces contrats de bassin versant. Donc, de travailler à l'échelle des bassins versants plutôt qu'à des échelles administratives du type intercommunalité. Donc, on a cette expertise environnementale avec des ingénieurs qui font partie de notre structure et qui font que, voilà, comme l'Agence de l'eau, pendant longtemps, a demandé l'avis du syndicat, par exemple, sur les dossiers de demande de subvention qui lui arrivaient pour des travaux. En gros, est-ce que les travaux qui sont envisagés par les maîtres d'ouvrage du type des agglos peuvent être justifiés environnementalement. Donc, voilà, on travaille avec notamment ces partenaires. Et cette expertise environnementale, notamment, nous a fait développer des outils intéressants. Je n'aurai pas le temps de vous en parler aujourd'hui. On a développé des outils pour améliorer la gestion structurelle et conjoncturelle des crises microbiologiques, parce qu'on avait des réseaux d'assainissement qui étaient en très mauvais état. Il y a eu des gros programmes de travaux. Et ces programmes de travaux, pour en limiter un peu le coût, on a travaillé sur des outils un peu intelligents qui permettaient de bien dimensionner ce qu'il fallait faire, d'éviter de créer des trop gros bassins de rétention partout, par exemple, mais de travailler à mieux comprendre comment fonctionnaient les systèmes d'assainissement et à travailler plutôt sur du redimensionnement de réseau et finalement d'arriver à des programmes de travaux qui sont justifiés environnementalement et qui sont raisonnables pour les collectivités qui doivent les porter. Voilà, donc on a développé des outils intéressants digitaux, je pourrais vous en parler ou vous pourrez revenir vers nous si vous souhaitez plus de détails. Et donc, effectivement, on a aussi cette expérience de gestion intégrée des zones côtières qu'on a mis en place, je dirais, quasiment dès la naissance du syndicat, puisque dès 2008 ou 2009, je crois qu'il y avait eu un appel à projet de la DATAR à l'époque qui proposait de définir des territoires un peu démonstrateurs, pilotes pour de la gestion intégrée des zones côtières, qui est une recommandation européenne de 2002. Et qui a été traduite dans toutes les lois nationales ensuite, notamment le Grenelle, mais pas que, la directive 4 sur l'eau aussi, enfin voilà, qui parle de cette gestion intégrée des zones côtières. Donc c'est en gros une démarche qui vise à répondre un peu à tout ce que nous trouvons sur Thau, à savoir des activités anthropiques qui exercent une pression sur les zones littorales, un changement climatique, des risques naturels qui s'accroissent. Et voilà comment on peut améliorer la gestion dans ces zones en travaillant à la fois sur les effets économiques, sociaux, environnementaux. Et donc une démarche qui est censée atténuer tous les dommages infligés à ces zones littorales où l'anthropisation et les processus naturels un peu des phénomènes exceptionnels, érosion côtière, inondation, submersion marine, affectent le territoire. Donc, cette gestion intégrée des zones côtières, on en a fait quelque chose, parce que c'est beaucoup de théorie, la gestion intégrée des zones côtières, mais quand on commence à essayer de l'appliquer, c'est compliqué. Voilà, donc j'ai essayé de définir en 4 points
comment on l'avait abordé sur Thau. Je parlerai surtout du deuxième point, puisque c'était l'objet essentiel de la présentation, d'arriver à ce contrat de gestion intégrée et de transition écologique. Sachez tout de même que élaborer un contrat, ça se fait dans un contexte particulier. Et effectivement, une des étapes importantes, c'est qu'on ait des documents de planification qui soient relativement intégrés. On a un SCOT, on a un SAGE, et ils se parlent entre eux. Donc, le fait qu'on ait été une structure de gestion qui avait élaboré conjointement les deux documents, ben, ça implique qu'il y a des dispositions du SAGE ou des préconisations dans le SCOT qui prennent en compte l'eau ou qui prennent en compte l'urbanisation et vice-versa. Et comment on doit mieux urbaniser. Par exemple, dans le SCOT est écrit que tout projet d'aménagement ne peut se faire, enfin, le SCOT qui a été approuvé en 2014 ne peut se faire que si on a un schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui est élaboré. Donc on a on a élaboré tous ces schémas pluviaux dans les communes, et toutes les communes du bassin versant ont disposé d'un schéma pluvial, et elles ne pouvaient engager des travaux que si ces schémas existaient. Et ça, c'était inscrit dans le SCOT. Voilà. Alors également dans le SAGE, donc on retrouve des notions liées à la protection et la pérennisation des usages que sont la conchyliculture et la pêche. Comme je vous l'ai dit, dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, on ne parle pas toujours des usages qui sont présents sur les milieux aquatiques. Et en l'occurrence, vu que le SCOT posait comme vocation prioritaire la pêche et la conchyliculture, on a un schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui a, dans ses premières dispositions sur la qualité de l'eau, comment travailler mieux et donc comment améliorer la qualité des eaux, on a tout un volet sur des plans de réduction des rejets, c'est-à-dire des programmes de travaux qui permettent à travers des flux maximaux admissibles microbiologiques à la lagune, des programmes de travaux qui permettent de respecter ces flux microbiologiques admissibles qui vont à la lagune et qui permettent d'assurer la protection des usages conchylicoles et de pêche. Donc même dans le SAGE, on parle dans notre SAGE de Thau, on parle des usages, ce qui n'est pas le cas de tous les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, ce contrat multi-acteurs que je vais vous présenter, les outils d'ingénierie territoriale, ça aide à poser des programmes de travaux, comme je vous l'ai dit, qui sont cohérents, mais qui sont aussi moins coûteux. Pour la petite histoire, grâce à notre outil Vigito Qualité, qui travaillait sur la microbiologie, grâce à cet outil qui a permis de modéliser le bassin versant, en lien avec la modélisation, on a travaillé avec Ifremer sur la modélisation de l'écosystème lagunaire. On a croisé les deux modèles, on a calculé ces flux admissibles. Au départ, on avait des bureaux d'études qui nous disaient pour respecter et protéger les usages conchylicoles et de pêche pour des pluies temps de retour 2 ans, on a besoin de 190 millions d'euros de travaux. C'est-à-dire, en gros, faire des bassins de rétention aux exutoires à la lagune pour éviter qu'il y ait des eaux polluées qui arrivent sur la lagune. Et donc, on a, grâce à notre bonne connaissance et modélisation des systèmes d'assainissement, en lien avec les cours d'eau, en lien avec les zones humides qui pouvaient être des zones tampons, on a réussi à réduire la facture. On est passé de 190 millions d'euros à 19 millions, c'est-à-dire une facture divisée par 10. Et donc là, les élus ont dit OK. Donc, et ça a été inscrit dans le contrat de gestion intégrée. Donc, vous voyez, il faut aussi des outils d'ingénierie territoriale qui un peu modélisent et améliorent la compréhension qu'on a de ces systèmes un peu complexes que sont les bassins versants en lien avec les milieux aquatiques qui sont récepteurs. Et évidemment des outils d'évaluation, puisque tout ce qu'on met en œuvre, quand on fait de la gestion intégrée, c'est important de savoir que une action peut avoir des effets économiques, sociaux, environnementaux, et c'est donc important de pouvoir les évaluer. Donc voilà, j'en viens maintenant à la présentation de notre contrat de gestion intégrée. Donc rapidement, un bref historique des contrats sur Thau. Comme je vous l'ai dit, c'est l'État qui a souhaité que le syndicat mixte du bassin de Thau assure l'animation de ces contrats dès 2005, mais donc il y a eu des contrats au préalable. Alors on a eu un premier contrat, donc il y a eu 3 contrats qui se sont succédés entre 1990 et 2009. Le premier contrat de Thau, c'était suite à une crise sociale majeure sur la lagune de Thau avec les conchyliculteurs qui se sont vus voir. Donc il y a eu une fermeture d'étangs, fermeture de lagune en 89.
au moment de Noël, là où ils réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Et donc, les conchyliculteurs ont tout cassé à ce moment-là. Et donc, cette crise sociale de 89 a poussé l'État à prendre conscience de l'importance d'élaborer ces contrats de milieu. Donc, et l'objectif, c'était vraiment de sécuriser les systèmes d'assainissement et éviter ces crises microbiologiques et donc ces déversements, ces pollutions qui arrivaient à la lagune et qui entraînaient des fermetures de lagunes qui pouvaient durer un mois et demi. Et avec là, on a évalué avec des universitaires que ça coûtait des dizaines de millions d'euros. Une seule fermeture de lagune, ça entraîne des dizaines de millions d'euros de perte de chiffre d'affaires pour les quelques 500 entreprises conchylicoles qui sont présentes sur la lagune. Donc, ces contrats de milieu étaient essentiellement centrés sur les systèmes d'assainissement. Donc, il y a eu 135 millions d'euros au total qui ont été engagés. Et ensuite, donc en 2005, juste avant le troisième contrat de taux, qui était le contrat qualité, le syndicat mixte du bassin de taux est créé à la demande de l'État et de l'Agence de l'eau pour assurer, outre le portage du SCOT et du SAGE, le troisième contrat de taux. Donc, c'était aussi une condition. On aura un troisième contrat sur taux s'il y a une structure de gestion dédiée qui est créée. Donc, le syndicat mixte a été créé à cette époque-là. Le troisième contrat qualité, c'est encore un contrat très assainissement. Et ensuite, donc, je vous ai parlé de cette expérience, un peu expérimentation après l'appel à projet de la DATAR sur la gestion intégrée. Et on s'est dit, il faut qu'on ait un contrat de bassin versant qui intègre les trois grandes thématiques: aménagement, activité, gestion environnementale. On peut pas faire de la gestion environnementale en silo, de même qu'on peut pas, on peut pas gérer l'eau sans regarder ce qui se passe au niveau de l'aménagement du territoire, de l'artificialisation des sols. On peut pas parler d'inondation si on parle pas d'artificialisation et d'imperméabilisation des sols. Donc les cours d'eau, ça fait partie, c'est aussi une problématique liée à l'inondation, liée à la qualité de l'eau de la lagune, parce que les cours d'eau sont des milieux récepteurs de différents types de pollution. Qui peuvent être liés à nos anciens lagunages. On n'en a plus, mais il y avait des lagunages, il y avait des terres agricoles avec des pollutions qui pouvaient arriver dans le cours d'eau et donc jusqu'à la lagune. Et donc, c'était l'importance de travailler sur cette notion de gestion intégrée de territoire. Et donc, on a un premier contrat de gestion intégrée qui a été élaboré sur la période 2012-2018, donc sur 7 ans, avec une gouvernance innovante, un comité stratégique avec 60 structures représentées, des structures d'État, collectivités territoriales, partenaires financiers, les territoires voisins qui nous alimentent en eau potable, notamment le syndicat du fleuve Hérault, tous les présidents de Natura 2000. Enfin, on avait vraiment c'est une structure et qui est co-présidée par le préfet et le président du syndicat mixte. Et où, effectivement, ce contrat, la gestion environnementale est mise à l'honneur. Donc, il y a eu 560 millions d'euros sur ce premier contrat qui ont été fléchés, à la fois sur l'aménagement, sur l'économie et sur la gestion environnementale. Et donc là, nous sommes actuellement dans le deuxième contrat de gestion intégrée, le contrat de gestion intégrée et de transition écologique du territoire de Thau. Donc, je vous le présente en 2 ou 3 minutes. Je pense que pour pas faire trop long. Après, s'il y a des questions, bien évidemment, j'y répondrai. Donc, le contrat de gestion intégrée de transition écologique. Alors, on est un contrat, donc c'est un peu le contrat de gestion intégrée deuxième génération. Pourquoi placer sous le signe de la transition écologique? Quand on a commencé en 2018 à se dire, 2018, c'est la fin du premier contrat, il faut qu'on enclenche tout de suite un deuxième contrat de gestion intégrée. Et on parlait déjà à l'époque des notions de transition écologique. On a commencé à travailler là-dessus et en 2019, appel à projet du ministère de l'écologie, de la transition écologique et solidaire, qui lance un appel à projet sur ces fameux CTE, contrats de transition écologique. On était en train d'élaborer le contrat de gestion intégrée qu'on voulait placer sous le signe de la transition écologique, au même rang que le SCOT, qu'on est être un SCOT de transition écologique, comme donc contrat, c'est la mise en application du SCOT, du SAGE, de la SLGRI, on s'est dit pourquoi pas répondre à cet appel à projet. Au final, on est arrivé avec une trop grosse machine pour le ministère, donc ils nous ont dit, oulala, vous avez 60 fiches actions, nous on n'en veut que 15, et dans le CTE en tout cas. Donc on a labellisé entre guillemets 14 ou 15 fiches actions, mais on a un contrat de gestion intégrée qui a 57 fiches actions au total, dont 14 labellisées CTE.
Alors, il a été plus intégré dans sa construction au sens où, dans le premier contrat, c'était un peu, on fait de l'aménagement, on fait de la gestion de l'eau, on fait des activités. En gros, c'était un peu ça. Et on met des actions, un inventaire d'actions. Là, on l'a vraiment travaillé de manière plus intégrée dans sa construction, comme vous allez voir les thématiques et les grands axes. Et on l'a surtout voulu très tourné vers l'innovation, parce qu'en définitive, on était déjà un territoire qui innovait pas mal en termes d'outils, en termes de gouvernance. Il se trouve que dans l'intervalle, on a créé une plateforme d'innovation. Et deuxième axe qui était assez important dans les CTE, mais qu'on voulait aussi, voilà, on voulait un contrat qui soit participatif dès le départ. On avait créé des assises du territoire où les citoyens participaient. Mais bon, les assises, ce n'était qu'un temps. On a souhaité que dans ce nouveau contrat, la participation citoyenne soit vraiment mise à l'honneur et que dès qu'on montait des actions, on essayait de faire participer les citoyens. Alors, ce CGITE, très rapidement, très large concertation. Hein. Je crois que bon, Anne-Sophie a peut-être pas participé ou peut-être oui à un moment donné, mais en tout cas, on a fait participer le Conseil de développement à l'époque. En gros, le Conseil de développement de cette aglopole était présent à toutes les réunions. Et vraiment, ils ont été vecteurs d'idées. Donc, on a fait 14, même 15 groupes de travail. Là, j'ai mis 14, mais il y avait eu 15 groupes de travail thématiques dès 2018 qui ont récolté toutes les contributions qu'on pouvait mettre dans ce contrat de gestion intégrée deuxième génération. Il y a eu plus de 500 contributions, 195 participants au groupe de travail. Donc, c'est vraiment une logique très ascendante. Et moi, mon travail, ça a été, à partir de toutes ces contributions, de structurer le programme d'action. Donc, ça a été long, je vous le cache pas, hein, il m'a fallu peut-être 6 mois pour toutes les contributions qui m'arrivaient au fil de l'eau, structurer un programme d'action qui soit représentatif des actions que souhaitaient mettre en place les maîtres d'ouvrage, parce qu'il y avait beaucoup de maîtres d'ouvrage. Il y avait les maîtrises d'ouvrage classiques, intercommunalité, communes, mais aussi des associations, des entreprises. Voilà, donc le conseil de développement qui est arrivé avec des idées aussi. On avait des assises au Roi-Maritime. Hein, en 2019, on les a étiquetées transition écologique. Donc là aussi, on a eu des ateliers techniques, des mini-conférences et 800 participants. Donc là aussi, ça a été un levier pour apporter des actions à inscrire dans le contrat. Voilà. Donc au total, on a pu définir 3 grands axes. Donc un aménagement résilient et durable, engager le territoire dans la transition écologique. Les mots sont importants. Hein. Je crois que la notion de résilience associée à l'aménagement est dans le sens durable pour faire face au changement climatique. On est dans des notions de capacité d'accueil au sens large pour le territoire, hein, l'aménager avec au regard des capacités d'accueil, que ce soit en termes d'espace, mais aussi de ressources en eau et de risque inondation qui est quand même voilà qui fait peser un risque sur les projets d'aménagement. Une économie littorale globale et innovante hein, qui peut s'adapter au changement climatique. Bien évidemment, dans cette économie, on y met au centre les activités traditionnelles que sont la pêche, la conchyliculture, l'agriculture, mais aussi le tourisme, mais aussi le nautisme au sens où on a des activités nautiques, des plaisanciers, des pénichettes qui traversent la lagune. Voilà, donc il faut qu'on ait une économie littorale, mais voilà, qui intègre tous les usages, mais que ça se fasse au regard de la préservation de nos milieux. Et puis une gestion environnementale équilibrée, là aussi, qui permette de protéger la biodiversité, mais aussi les usages. Voilà. Donc, on travaille sur la qualité de l'eau, on travaille sur le fonctionnement des milieux aquatiques, mais il faut aussi que les usages conchylicoles de pêche trouvent leur compte. Hein. On a quand même beaucoup amélioré la qualité d'eau de la lagune. Donc, la lagune de Thau voit sa qualité vraiment considérablement améliorée avec tous les efforts qui ont été produits. Je viens de vous présenter très vite, hein, depuis 30 ans, 40 ans. Donc, une qualité de l'eau qui s'améliore, mais aussi des conchyliculteurs qui disent attention, voilà, il nous faut aussi des nutriments. Donc, ça pose aussi des questions de conciliation entre un très bon état écologique, mais qui respecte pas toujours la nécessité d'avoir des milieux qui restent productifs. Voilà. Nous, la lagune de Thau, on a des élevages conchylicoles avec une croissance des coquillages qui est beaucoup plus rapide que sur d'autres bassins, du fait d'une très grande richesse de notre milieu productif. Le fait d'assainir l'eau, ça la rend moins productive.
enfin moins productive, ou en tout cas, voilà, ça pose question sur travailler effectivement sur une adéquation entre les élevages qui sont présents par rapport à la capacité nutritive du milieu. Et ça se fait au regard des apports qui arrivent du bassin versant. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on a aussi un axe transversal avec une plateforme d'innovation qui a été inaugurée l'année dernière et avec un nom, le Bluetooth Lab. Donc là, je n'ai pas le temps, bien évidemment, de vous en parler, mais voilà. Et un réseau d'acteurs et de citoyens, donc sur le côté participatif, on travaille beaucoup avec des actions citoyennes. Voilà, comment amener grâce à des phases d'écoute, des phases de mise en débat et des phases de mise en action des acteurs, des citoyens qui souhaitent s'engager. On les associe, par exemple, en ce moment au diagnostic hydromorphologique des cours d'eau. Donc, on les a amenés, que ce soit des enfants ou des adultes dans les villages qui sont traversés par des cours d'eau, à réaliser une exposition, à faire des sorties terrain avec eux, à leur apporter de la connaissance. Et ils ont réalisé une exposition dont on va se servir pour travailler sur mieux communiquer sur les cours d'eau auprès de la population. Voilà. Donc, on est vraiment dans une logique participative. Voilà. Donc, bon, je m'arrêterai peut-être là parce que peut-être il y a des questions et que je ne veux pas déborder trop parce que je pourrais vous présenter chacun des axes, mais on irait peut-être un peu trop loin et je ne veux pas voilà, laisser peut-être un temps pour les questions. Merci Agnès. Alors, oui, il y a eu pas mal de questions dans le fil de discussion. Alors, on va prendre peut-être les interventions d'abord à l'oral. Il y a une main qui se lève. Jean-Yves Piriou. Oui, vous m'entendez? Oui, 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 très bien. parfaitement. Très bien. Donc, moi, je voulais savoir comment vous avez procédé. Alors, j'ai compris que le syndicat mixte du bassin de Thau est la structure porteuse en même temps du SCOT et du SAGE. Alors, j'aimerais savoir si vous avez fait les deux documents ensemble ou si ça a été fait séparément, lequel a influencé l'autre, ou comment il y a des passerelles entre l'un et l'autre, comment ça s'est passé en pratique? Alors, les deux documents sont séparés. À une époque, ça a été une question qui a été posée. Est-ce qu'on fait un document conjoint presque? Donc, et en définitive, les élus ont fait le choix de faire bien deux documents distincts. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a dans le SCOT un regard très appuyé sur la question de l'eau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on conditionne tout projet d'aménagement des communes à l'existence d'un schéma pluvial, ça c'est issu du fait que voilà, c'est notre structure qui portait également voilà cette notion les schémas pluviaux, ça fait partie d'une des actions qui était dans le premier contrat et donc c'était une des actions, enfin une des dispositions dans le SAGE aussi. Et donc voilà, il y a eu des passerelles, je dirais, puisqu'on avait deux chargés de mission qui étaient en charge de l'élaboration de ces deux documents de planification qui se parlaient. Il y a eu, voilà, les élus étaient, c'était des mêmes élus, si vous voulez, qui étaient associés à la fois pour la préparation du SCOT et pour la préparation du SAGE. Voilà. Et donc, les deux documents ont été élaborés quasi conjointement, puisqu'on a eu un SCOT arrêté en 2014 et le SAGE qui a été, je crois, approuvé en 2016. Donc, en fait, on a eu un temps de concertation très, très long. Mais voilà. Donc, mais on a quand même deux documents séparés. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il y en a dans le fil de discussion, donc on peut reprendre celle-ci. Alors, on en avait une sur comment a été impliqué le CODEV dans cette démarche entre le syndicat et le PCI. Alors, en fait, quand on a préparé les groupes de travail, comme je vous l'ai dit, on a invité le conseil de développement et chaque fois, ils étaient très intéressés par la démarche et ils sont venus à chaque fois. Donc, venir dans 15 groupes de travail pour eux, parce qu'on a eu 3 sessions. En fait, j'avais fait 6 ateliers thématiques qui correspondaient un peu aux thématiques et aux enjeux qui étaient pris en compte qu'on voulait voir pris en compte dans le contrat. Au final, on a abouti à 3 grands axes. Mais là-dedans, il y a bien évidemment des sous-thématiques. Et donc, on avait 6 ateliers, 6 groupes de travail thématiques qui ont eu lieu entre fin 2018 et début 2019. Et 3 ou 4 mois après, on a refait 6 ateliers thématiques, les mêmes, mais cette fois en y intégrant tout ce qui m'était remonté jusque-là.
Et là, on a commencé à discuter. Qu'est-ce qu'on rajoute, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qui est important, comment on structure, etc. Et donc, on a travaillé et chaque fois, le conseil de développement était présent. Donc, il y a eu au moins 4 ou 5 personnes qui ont fait l'effort de venir aux différentes sessions. Voilà. Et ils ont suivi tout le processus. Donc, c'était très intéressant. Merci Agnès. Guy, tu veux prendre la parole? Oui, moi je voulais poser une petite question. Quel est le lien avec le FEAMP et le DLNF FEAMP par rapport au syndicat mixte? Alors là, justement, on souhaiterait travailler ensemble. J'ai parlé de l'innovation, j'ai parlé de la participation citoyenne, mais il y a aussi la notion d'animation. Donc, dans le cadre du contrat, j'y intègre toute la stratégie des LAL FEAMP, puisqu'on a été sur le FEDER 2014-2020, donc avec un programme DLAL et une animation qui est portée par le syndicat mixte du bassin de Thau. Et donc, toutes les actions dans le cadre de cette stratégie de développement local par les acteurs locaux, ça faisait partie du programme d'action dans le contrat. Et quand on a préparé le nouveau contrat 2020-2025, là, j'y intègre. Je suis en train en fait, c'est un contrat qui est découpé en 2 conventions d'application. Donc, le contrat 2020-2025, 2020, ça a été une année qu'on va essayer d'oublier, surtout quand on essaie d'élaborer un contrat dans un contexte de Covid. Je ne vous explique pas comment ça a été difficile, surtout avec les élections municipales au milieu qui ont été retardées. Moi, j'étais en phase de finalisation de mon document de contrat et des élections municipales qui sont retardées et des équipes municipales qui changent. Donc, ça a été un peu compliqué. Et donc, on a eu une première convention 2021-2022. Et là, en préparant la nouvelle convention 2023-2025, donc on a toutes les actions là, on est en train de la finaliser. Enfin, je suis en train de l'élaborer. J'y ai intégré la nouvelle stratégie des LAL FEAMP, puisqu'on a une nouvelle programmation des fonds européens là qui démarre. Et donc, on est à nouveau structure porteuse de cette stratégie des LAL FEAMP. Et dans le contrat, j'ai inscrit toutes les actions. Voilà. Sachant qu'on n'a pas changé l'architecture entre les 2 conventions, hein, donc quelque part, voilà. On a également le contrat. Nos conchyliculteurs ont élaboré un contrat de filière. Donc là aussi, je fais en sorte d'y intégrer toutes les, voilà, toutes les. Et donc cette animation territoriale, elle fait partie du contrat en fait. Hein. De la même manière qu'on a tout à l'heure, je ne sais plus qui évoquait les stratégies sur l'alimentation, le syndicat mixte est porteur du projet alimentaire de territoire sur Thau depuis 2021. Donc là aussi, on est en train d'élaborer ce PAT, mais on a déjà une préfiguration des actions. Je suis en train de l'intégrer dans le contrat. Voilà. Donc on fait en sorte que ces animations territoriales qu'on mène soient versées dans le contrat. Ça permet de le partager. Je dirais que c'est assez important parce que quand on a des comités stratégiques, on a 60, 70 participants. C'est vraiment très intéressant parce que c'est un partage de connaissances et d'informations sur cette notion de gestion intégrée. On a des conchyliculteurs qui viennent parler de leurs problèmes, mais qui entendent parler des imperméabilisations, qui entendent parler du réseau d'observation lagunaire qu'on a créé au syndicat. Voilà, c'est vraiment intéressant parce que c'est des instances de discussion qui sont qui font réellement progresser cette prise en compte des enjeux et de l'interdépendance entre les enjeux. Merci Agnès. Alors, encore une question avec une main qui se lève. Jacques, Terre de Gère. Oui, je ne connais pas très bien ce qu'est le DAL-PAN ou ce document-là. Sur notre territoire, je ne connais pas ça. On a le PAN tout court et on a les fonds leaders pour l'Europe, mais ce dont tu parlais, là, je n'ai pas connaissance. Tu peux expliquer un petit peu, s'il te plaît? Les fonds, le FEAMP, ce sont les fonds européens pour les activités maritimes et la pêche. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est un peu le pendant du FEDER. C'est le FEDER, mais côté pêche, activité halieutique. Oui, okay. Et dans le FEAMP, il y a un volet dédié à de l'animation, du développement local par les acteurs locaux. Donc, en fait, c'est
c'est une enveloppe. Alors maintenant, ce sont les régions qui gèrent les fonds. Oui, non, mais oui. Et donc, la région a affecté une enveloppe pour ces stratégies de développement local par les acteurs locaux. Et donc, c'est une animation un petit peu particulière. Voilà. Et donc, on a l'animatrice de ce DLAL FEAMP qui est chez nous. Voilà. Et qui travaille à une échelle de 2 intercommunalités. L'ensemble des communes de cette aglopole et cette fois l'ensemble des communes d'Hérault-Méditerranée. Donc, c'est sur 36 communes. Oui, voilà. D'accord. Ben, on a là à peu près la même chose, sauf qu'on est en milieu rural et qu'on a les fonds leaders pour ça. Ben, voilà, alors on travaille là justement dans le nouveau. On va essayer de travailler avec l'arrière-pays parce que dans notre projet alimentaire de territoire, vu le territoire que l'on a, c'est un PAT qui est très centré lien entre la terre et la mer. Donc, on essaie de travailler un projet alimentaire de territoire qui assure le lien entre la terre et la mer, et peut-être de travailler effectivement avec des syndicats notamment le Cœur d'Hérault, là, le syndicat Cœur d'Hérault, qui est porteur qui est dans un programme leader. Et de voir comment on peut travailler avec eux pour amener la mer vers la terre et réciproquement. Donc, travailler notamment sur, dans le cadre d'un projet alimentaire de territoire, c'est dans le cadre de notre projet alimentaire territoire, on travaille à ce lien terre-mer. Mais oui, c'est. Merci Agnès. Christophe? Oui, j'ai une question très simple, mais probablement très compliquée et très longue à répondre. Moi, je trouve que ce serait très intéressant de vous entendre, et là, on n'aura pas le temps, je pense, mais sur tout le challenge que représente pour une professionnelle comme vous d'exposer la gouvernance de l'eau, d'exposer les diagnostics et ce genre de choses à des citoyens. Voilà. Mais c'était une question qui ne demande pas de réponse, je pense, mais ça pourrait par contre être très intéressant de continuer à le discuter avec vous pour nous aider à voir un petit peu quelles seraient les informations importantes à exposer et à partager. Si je dis en un mot, c'est vrai que là, on s'est lancé. Enfin, nous, on est sur un syndicat qui est pas un syndicat de travaux, donc qui travaille surtout sur des études stratégiques, donc des stratégies ou des études un peu globales à l'échelle d'un bassin versant. Je vous ai parlé du diagnostic hydromorphologique des cours d'eau. On a mandaté un bureau d'études pour travailler, donc on est c'est une prestation. Ils n'avaient pas prévu de participation citoyenne. On s'est dit, c'est quand même fou parce que ce sont des cours d'eau c'est une vision de technicien. Donc, parallèlement à ce diagnostic hydromorphologique qui va rendre sa copie en mars ou avril prochain, là, en 2023, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec quelques communes pour associer des citoyens. Mieux leur faire, parce que quand on est sur des cours d'eau, c'est peut-être pas le cas dans vos régions, mais quand on a des cours d'eau qui sont à sec tout le temps, c'est plus des cours d'eau pour les gens. Ce sont des fossés dans lesquels on peut faire n'importe quoi. Donc, comment amener les citoyens à se réapproprier le cours d'eau? Là, il y a par exemple une commune qui se lance dans la gestion différenciée de cours d'eau, en considérant que plutôt que de tout ratiboiser, on laisse pousser un peu de végétation. C'est des habitants qui se plaignent que ça apporte des moustiques, ce qui n'est pas vrai, parce que c'est le tigre qui ne va pas sur des cours d'eau où il n'y a pas d'eau, ou alors quand il y a de l'eau qui court, c'est pas là qu'il va. Et soi-disant que ça apporte des nuisibles du style rats, ou etc. Et que ça aggrave le phénomène d'inondation. Donc, dès qu'on a des communes ou des municipalités qui ont un peu la fibre écologique et qui disent on va changer les modalités, donc nous on essaie avec les citoyens, on les amène sur le terrain avec notre technicienne rivière, puisqu'on a une technicienne rivière, on a fait des sorties, on a fait travailler les enfants sur c'est quoi les enjeux de la rivière, on invite les parents à regarder les travaux des enfants. Et là, par exemple, le vendredi prochain, on va inaugurer notre fameuse exposition sur laquelle on travaille depuis 3 ou 4 mois avec les enfants, les adultes, et progressivement, peut-être organiser des réunions publiques, mais pas tout de suite parce que c'est trop tôt, parce que tout le monde va s'énerver. Donc, progressivement, amener une réappropriation. Mais dans le cadre de ces diagnostics qui restent très techniques. Donc, en fait, il faut... en plus, la participation citoyenne, je sais pas, pour certains, peut-être vous y êtes, mais c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode. C'est en fonction du contexte, en fonction de est-ce qu'on est en milieu apaisé ou pas. Là, en l'occurrence, c'est pas on a une petite commune
j'ai l'impression qu'il y a un peu, voilà, qu'il y a quelques éléments qui veulent en découdre, qui ont leurs propres idées, et une municipalité qui est très volontaire dans les actions qu'elle veut engager, mais qui en même temps ne sait pas trop répondre. Donc nous, on arrive avec voilà des projets un peu citoyens qui vont permettre, on l'espère, une réappropriation, mais c'est très long. Voilà, donc on essaie de le faire sur les cours d'eau, on va le faire sur l'inondation, puisqu'on est porteur du PAPI, et que dans le cadre du PAPI, la plus grosse action, un tiers du programme d'études préalables du PAPI, c'est de la culture du risque. Donc on va travailler avec les citoyens pour amener à une culture du risque. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc on est une petite structure, je l'ai pas dit, mais on est 17. Donc ça demande voilà. Mais vu qu'on travaille transversalement les uns les autres et qu'on s'aide mutuellement, je pense qu'on a une structure un peu agile voilà, les actions sont. Mais si jamais vous souhaitez qu'un jour on vienne vous présenter ce processus participatif sur les cours d'eau, ce sera avec plaisir, parce que c'est un peu on a répondu à l'appel à projet participation citoyenne de l'Agence de l'eau. Ça fait 2 ans, et on est en train d'essayer d'élaborer une sorte de petite méthode, en tout cas un retour d'expérience sur ce qu'on a fait. Donc, si vous le souhaitez, c'est avec plaisir. Merci Agnès. Alors encore 2-3 questions et puis après on passera à la suite. Ah oui, il y avait une question sur alors est-ce qu'il a été intégré à un système d'évaluation et quelle forme a-t-il pris? Je pense que je n'ai pas répondu. Alors, sur l'évaluation, c'est mon métier à moi. Je suis économiste, mais je n'en fais pas d'évaluation, parce que quand on est sur des contrats, on fait que de l'animation. Je le croyais pas quand on m'a recruté. On m'a dit, moi je pensais, allez, c'est 50-50 évaluation-animation. Je pense que je fais 1% d'évaluation et 99% d'animation. Mais bon, c'est pas. En tout cas, l'évaluation, moi j'y crois dur comme fer. Alors dans le contrat, dans les fiches actions, on a des indicateurs de réalisation. Donc on va essayer d'évaluer, je sais pas si on est sur de l'aménagement résilient durable, combien de, pas moi, ça peut être, ou sur la qualité de l'eau, combien de linéaires de réseaux réhabilités, de réseaux d'assainissement réhabilités, ou ce genre de choses. Donc, on est sur des indicateurs de réalisation, et on va travailler pour la fin de ce contrat un référentiel d'évaluation où là, on essaiera en tout cas, d'élaborer un système d'indicateurs pas trop compliqué, mais qui quand même prennent les effets socio-économiques, environnementaux. Une action peut avoir différents effets, agir sur différentes composantes de territoire, et on va essayer de travailler là-dessus et de croiser ces indicateurs dans le contrat de gestion intégré, notamment aux indicateurs du SAGE, parce que dans le SAGE, on a une batterie d'indicateurs, et on travaille avec l'Université de Montpellier, notamment avec des étudiants qui vont travailler, une classe entière d'étudiants et un bureau d'études. Bon, c'est un programme un peu particulier où on va travailler conjointement sur les indicateurs du SAGE et aussi sur les indicateurs du CGITE. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Quand on dit on a réhabilité 5 km de réseau sur notre contrat, d'accord, ça a évité tant de mètres cubes d'eau souillée à la lagune. Mais concrètement, c'est quoi le résultat en termes de qualité de l'eau de notre lagune de Thau? Et quel effet sur la pérennité des activités conchylicoles qui dépendent de cette qualité des milieux? Et donc, c'est ça, on sait que ça a un effet positif, mais la difficulté, c'est de le mesurer. Donc, parfois, ça nécessite soit des mesures un peu extrapolées, soit on place des sondes, et on est aussi, en tant que syndicat, à assurer ces suivis. On place des instruments de mesure sur tout le bassin versant pour essayer d'objectiver un peu les effets des actions qui sont mises en place. Mais c'est un travail énorme, hein, je vous le cache pas. Quand on s'attaque à mesurer des effets sociaux, économiques et environnementaux, mais bon, c'est quand même un peu notre ambition. Voilà. En tout cas, c'est mon ambition sur ce contrat, de dégager du temps pour le faire. Merci Agnès. Peut-être les dernières questions. On a une question sur le prix. Est-il question du prix de l'eau et des taxes versées par les familles? J'ai pas compris. Alors, la question concerne le prix de l'eau. C'est Dominique Alombourg, et des taxes versées par les familles. Peut-être qu'il faut plus de précision pour la question. En fait,
Moi, parce que je travaillais anciennement à cet Aglopole et j'avais participé au schéma directeur d'assainissement puisqu'on avait un projet de renforcement de la station d'épuration, donc qui est maintenant quasiment fini. Mais à l'époque, il y a une dizaine, quinzaine d'années, et on essayait d'évaluer le prix de l'eau. Donc, sur le prix de l'eau, il y a la part assainissement et la part eau potable, moitié-moitié à peu près. Et donc, on essayait d'évaluer au regard des investissements qui allaient être mis en place la conséquence sur le prix de l'eau. Donc là, en l'occurrence, voilà, on a un schéma directeur qui est en voie de finalisation et on a un prix de l'eau qui est censé refléter les investissements qui sont mis en place à la fois sur les réseaux d'assainissement et à la fois sur les réseaux d'eau potable. Après, je ne sais pas quelle est exactement la question sur la notion de prix de l'eau. On a aussi des citoyens qui paient une taxe GEMAPI, puisqu'on a instauré une taxe GEMAPI. Donc là aussi, c'est en lien avec l'eau. Donc là, je ne sais pas si quelle est spécifiquement la question par rapport au prix de l'eau. Peut-être, Dominique, vous pouvez préciser la question? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Je voulais savoir justement quel était le prix au mètre cube, hein, tout bêtement, parce que moi j'ai reçu ma facture d'eau ces jours-ci, mais je n'ai pas d'assainissement, j'ai juste l'adduction, je paie 1,67 le mètre cube d'eau. Je voulais savoir à peu près quel ordre de grandeur, parce qu'on sait que selon les bassins versants, on n'a pas du tout les mêmes prix, hein, selon chaque syndicat à ses problèmes et donc facture de façon différente. Et je voulais avoir une idée, quoi. Moi, je sais que je paie l'eau pas cher, mais sans assainissement. Hein. J'ai un assainissement individuel. Hein, j'ai une STEP. Mais bon, c'était un ordre de grandeur, quoi. Merci. Pour tout vous dire, j'ai pas. Je ne consulte pas ma facture. Je sais à l'époque que quand j'y travaillais, on était à 3,80 ou quelque chose comme ça, mais je ne sais pas parce que je crois que le prix de l'eau a augmenté lié aux travaux. Je l'ai pas là parce que c'est pas nous qui le définissons. Hein. On a un syndicat de bassin versant, c'est pas nous. Hein. Mais c'est justement ça un petit peu. Je voulais savoir si. Ah pardon. Non. Là, vous me posez la question, ça tombe bien parce que je vous dis, j'ai travaillé sur le schéma directeur à l'époque et ma commande avait été à un moment donné. Voilà le schéma directeur, voilà les travaux qu'on envisage dans les 10 ans à venir. Calcule-nous la projection sur le prix de l'eau. Donc j'avais calculé ce que ça allait représenter en termes d'augmentation. Mais à l'époque, on était autour de 3,80. Je vous avoue que là, voilà. Avec l'assainissement aussi, oui. Avec l'assainissement et avec l'eau potable, hein, les deux. Oui, je comprends les deux. Moi, j'ai que l'eau potable. Hein. Je comprends bien la différence. Hein. Non, parce que, in fine, tout ça, c'est quand même très important pour les habitants. Hein. Combien on va payer l'eau, quel que soit le niveau de travaux qui sont à faire, et je ne conteste pas hein, tout ce que vous nous avez expliqué, etc. Mais in fine, c'est dans la facture d'eau qu'on va voir beaucoup de choses et donc c'est quand même important aussi pour les habitants. C'est ça que je voulais dire. Et je trouve que justement dans les syndicats, il n'y a pas beaucoup de représentants des habitants, c'est surtout les représentants économiques. Hein. Moi, je représente les familles auprès des pouvoirs publics et je vois dans les bassins, dans les agences de bassin, on a toujours des représentants des familles, mais on n'en a qu'un. Tous les autres, c'est les représentants économiques et nous, on est les peu de représentants non économiques et c'est toujours très difficile de se faire entendre parce que c'est nous qui payons l'eau et les taxes, 80% des taxes. C'est ça que je voulais évoquer. Mais bon, après, ça peut être une problématique. Je le vois, le Conseil de développement, cet Aglopole qui pourrait s'emparer de la problématique. C'est pas En tout cas, c'est vrai que c'est complexe parce que le prix de l'eau, c'est à la fois l'eau potable et l'assainissement. Et c'est vrai qu'on a des syndicats de gestion d'eau potable on en a un principal sur le territoire, mais voilà, avec des élus, hein, un peu les mêmes qui sont dans nos instances à nous, hein, nos comités syndicaux ou communautés d'agglo, hein, c'est pas mais voilà, c'est sur les choix en fait, les choix qui sont faits. Nous, sur notre territoire, très concrètement, on dépend à 80% d'une ressource en eau qui est en déficit. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On consomme moins, certes, ou on essaie de voir si cette ressource en déficit, elle peut pas être alimentée en augmentant un peu le robinet, puisque les ressources en eau au-dessus, voilà. Et après, ça peut être penser à des solutions de désalinisation, on en parle. On a Aquadomicia qui nous apporte de l'eau du Rhône, a priori de l'eau brute pour les agriculteurs, mais on peut avoir des usines de potabilisation. Donc, est-ce qu'on investit dans des usines de potabilisation?
Est-ce qu'on, je sais pas, on investit sur, nous on a des phénomènes cévenols avec parfois des gros apports d'eau. Est-ce qu'on stocke cette eau? Est-ce qu'elle doit aller au milieu naturel? Puisqu'il y a des régions où on a, je crois, les écologistes, hein, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle, hein, mais qui disent non, l'eau, il faut qu'elle revienne au milieu naturel. Dans certains territoires, ça se justifie. Est-ce que sur des territoires comme le nôtre, où en gros l'eau qui tombe, elle va à la lagune et puis elle va à la mer? Est-ce que, voilà, suivant les territoires, la logique de retenue ou de réservoir d'eau, on a des bassins de rétention qui sont construits pour faire de la gestion du risque inondation. Mais donc là, la réglementation veut qu'un bassin de rétention, s'il fonctionne bien en une journée, il doit se vider, il doit être vidé. En fonction des saisons, est-ce qu'on ne doit pas imaginer que ces bassins de rétention pour du risque inondation ne soient pas des bassins aussi avec de l'eau qui est stockée en fonction des saisons, en fonction des périodes pour arroser, voilà. Donc toutes ces réflexions, elles nous animent, hein, et en fonction des solutions qui seront trouvées, il est évident que ça a une répercussion sur le prix de l'eau. Si on se met à désaliniser l'eau, en termes de coût d'énergie et de gestion des déchets. C'est justement un choix de société, hein, c'est vraiment un choix de société, un choix donc qui va peser sur les finances publiques et sur les finances des habitants. Il faut que tout le monde y participe pour être bien conscient comme vous disiez, des enjeux et de ce qu'on peut payer, jusqu'où on peut payer, quoi. Parce que sinon, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Et imaginez que chez nous, alors sur un bassin versant comme le nôtre, on a une ressource en eau souterraine. Ça fait 1 an et demi qu'on est en situation d'un versac. C'est-à-dire que notre seule ressource en eau, en fait, c'est quand le niveau de la nappe est trop bas, c'est finalement l'eau saline qui rentre, l'eau de la lagune qui rentre dans le karst. Donc ça veut dire que voilà. Alors je crois que l'inversac est fini depuis peu de temps, mais on a été en situation d'inversac pendant 1 an et demi. Et donc imaginez que parfois on a un agriculteur, je crois que c'est sur Vic-la-Gardiole, qui explique que quand il pompe de l'eau désormais dans la nappe, elle est salée. Donc il va arroser ses salades avec de l'eau salée, c'est pas possible. Donc voilà, on a aussi à gérer entre niveau de la nappe et niveau de la montée des eaux, quoi. Et pour nous, c'est une réelle problématique. Parce que comme je vous l'ai dit, par exemple, on a une activité thermale qui dépend de cette eau souterraine. Donc voilà, autant vous dire que la question de l'eau potable, c'est une vraie question sur notre territoire. Sophie ? Et juste pour terminer toute cette partie, je voulais déjà remercier très très sincèrement Agnès pour cette belle présentation très claire. Confirmer effectivement qu'on a beaucoup travaillé en transversalité avec le SMBT sur tous les ateliers qui ont été mis en place par Agnès. Qu'on est convié pour participer aussi au comité stratégique lorsqu'il y en a, que le Conseil de développement continue à être aux côtés du SMBT. Et puis à l'avenir, juste pour préciser, parce que j'ai vu que dans les participants, il y avait Hélène Bras dans notre petit listing là, qui est en charge d'un groupe autour de l'écologie. Je la remercie aussi d'être là aujourd'hui parce que ça va nous permettre de continuer à faire lien avec le SMBT sur cette problématique de contrat de gestion intégré et de voir comment le Conseil de développement peut, à sa manière, continuer à apporter sa pierre à ce bel édifice parce que c'est quand même un très bel outil et on verra donc avec Hélène et son groupe comment Hélène Bras comment travailler tout ça dans les mois et les années à venir. En tout cas, merci Agnès. J'ai juste peut-être un complément à apporter. C'est vrai que donc on est en train d'élaborer le contrat, et donc moi j'aimerais beaucoup qu'on puisse travailler organiser une session avec le Conseil de développement pour présenter les premières remontées d'action sur cette 2e convention. Donc ça, c'est une première demande parce que et peut-être souligner, Anne-Sophie, le travail actuel du Conseil de développement sur le SCOT qui est en révision, sur le bilan du SCOT,
Donc, on a un SCOT de transition écologique. Donc, on a un SCOT de taux qui était déjà fortement grenévisé. On a voulu en faire un SCOT de transition écologique. Et on a élaboré un bilan de ce SCOT, du SCOT, sur la base duquel on va pouvoir élaborer le PAGD final. Et le conseil de développement de cette aglopole est associé à une relecture et une sorte de travail collaboratif pour travailler sur la synthèse de ce bilan. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Non, c'est important parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est. Oui, c'est vrai que ça fait partie de notre charge, de la charge de travail. Et oui, on vous sollicite trop, hein, je sais, mais bon. Non, mais c'est super intéressant.